Bonjour à tous et bienvenue. Après m'être aventuré, et peut-être même un peu enlisé dans la jungle des intermédiaires et des agents, pour remonter jusqu'à ses créateurs, jusqu'à ses pionniers, jusqu'aux marionnettistes devant l'éternel qui ont enfanté le football business avec ses dérives, c'est-à-dire Juan Figueres-Virsky, le champion d'échecs uruguayen, Holger Zisserspieler, le premier agent regretté de Diego Maradona, ou l'inamovible Pinizavi, une question restait en suspens. Et ça, le nombre de mails et de messages reçus à ce sujet était effarant. Quid de Jorge Mendes? Pourquoi ne parles-tu pas plus de Jorge Mendes, sans doute l'agent le plus médiatique au monde? Alors la réponse est simple, c'est que je ne me voyais pas ajouter quelque chose d'intéressant suite aux excellents travaux du sociologue italien Pippo Rosso et de la plus belle barbe de France et du Portugal, c'est-à-dire de mon ami Nicolas Villas. Or, ces derniers mois, ça a un petit peu changé, et aujourd'hui, j'ai plusieurs informations dans la galaxie Mendes qui me semblent importantes et qui vont peut-être un peu contrebalancer ce qu'on peut lire ici et là. Alors la première chose, c'est que je ne vais pas vous faire une présentation de qui est Mendes, ses réseaux, etc. Même si un jour c'est promis, on reviendra sur Mendes avant qu'il soit Mendes, avec José Veiga, qui était donc le numéro 1 en Portugal et même bien plus, à la lisière du monde de la nuit, de la politique et que sais-je, avec la petite quand même déchéance de Veiga, devenu trader de pétrole et dans d'autres affaires en Afrique et également en Amérique latine. C'est d'ailleurs Veiga est le symbole même que le football est à la lisière de tous ces intérêts-là, notamment quand ils sont étatiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on va pas parler de tout ça à niveau Mendes. Je vais évoquer deux choses. La première, c'est qu'à on va dire à son apogée, il disposait quasiment du meilleur portefeuille de joueurs dans le monde entier à travers sa société, la Gestifoot. Donc, plusieurs personnes l'aidaient à la Gestifoot, notamment son bras droit éternel, Valdir, qui l'accompagne un petit peu de partout. Il avait des avocats, il avait beaucoup de gens pour structurer tout ça. Mais en fait, la Gestifoot a tellement grandi, elle avait tellement de clients parce qu'elle avait du prestige fou. Outre le fait que Mendes contrôle l'ensemble quasiment du football portugais, il le recontrôle d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, et qu'il avait en tête de gondole Cristiano Ronaldo et José Mourinho. Rappelez-vous le Mourinho, le Porto de Mourinho qui remporte cette Ligue des Champions, qui le fait vraiment rentrer dans le Gotha. Avec toute la médiatisation qui s'en est suivie et ce prestige donné, parce qu'en plus Mendes est très fort en termes de lobbying médiatique, c'est peut-être le meilleur agent à ce niveau-là, avec les équipementiers, des sponsoring et tout. Et dans le même temps que Cristiano a énormément œuvré pour lui, c'est-à-dire en offrant des maillots, en appelant certains joueurs, etc. Il a fait énormément aussi de lobbying pour Mendes, qui, de l'autre côté, c'était presque un job à temps plein. Mais ce job à temps plein avait un défaut, c'est que si tu t'occupes autant de tes grands noms, ce qui est logique, hein, il en avait énormément, un Pépé de la grande époque, Falcao, que sais-je encore, et bah t'as moins de temps pour les autres. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis de la Gestifoot en disant on s'occupe pas assez de moi, etc. Mendes s'en branle, tatati, tatata. Et alors, il y avait vraiment, comme je dis, un côté mythe. C'était la légende, les fables de Jorge Mendes. Et parfois, tu avais un rendez-vous avec lui. Et là, c'était le moment que tu attendais et Mendes te sortait le grand jeu. Pourquoi? Parce que c'est un type avec qui tu vas passer une excellente soirée, qui rince tout le monde, très généreux, que ça soit au Sas Café de Monaco ou au Villa Magna à Madrid, t'inquiète pas que c'est toujours lui qui va payer la note. Hein. C'est l'inverse de Leonardo Jardim à ce niveau-là. Et donc, Mendes, il rince tout le monde, tu passes une soirée avec lui, tu rigoles, les familles, ah, vous avez besoin d'un jet? Ok, tu commandes le jet, etc. Il sait recevoir, il sait donner la bienvenue, il te donne envie d'être son ami et d'avoir confiance en lui. Et puis tout brille autour de Mendes. Alors bon, néanmoins, il avait pas mal d'ennemis, vous vous doutez bien. Son succès, il y a beaucoup qui le jalousaient, donc les petits poignards dans le dos, il est habitué. Et ce qui va quand même vraiment le gêner, c'est la première saison des Football Leagues, parce que va s'en découler diverses affaires judiciaires, notamment pour évasion fiscale, quant à certains de ses clients. Donc son prestige s'écorne un peu, etc. Mais pas son business, loin de là. Parce que Mendes était tellement médiatique et tellement incontournable parce qu'il avait les gros joueurs. Je rappelle que quand tu as la star d'une très grosse équipe, l'agent a forcément de l'influence dans les décisions du club. C'est ce qu'on a vu avec Raiola au PSG quand Zlatan était là. Quand Xavi a placé Neymar au PSG, c'en est suivi la même chose. Quand Mendes a placé Ronaldo à Manchester et qui cartonnait, t'as vu des joueurs comme Bébé qui sont arrivés. Voilà, pas besoin de faire un dessin. Et pareil au Real Madrid où il avait une influence plus grande de par Cristiano. Donc ça, c'est normal. Maintenant, quand tu n'as plus les top joueurs, tu as des très bons joueurs. Attention, tu as des Bernardo Silva, des Ederson, Ruben Navas et que sais-je encore. Tu as encore des très très forts joueurs. Mais tu n'as plus le portefeuille de ces dernières années, parce que déjà, tu as perdu quand même quelques clients. De deux, certains associés que tu as amenés n'ont peut-être pas ramené le nombre de joueurs nécessaires. Trois, tu as une concurrence qui est de plus en plus accrue dans le milieu du foot. Il y a de plus en plus d'agents et de sociétés aussi importantes. Tu as le Stellar Group de Jonathan Barnett qui est toujours important. Tu as Sports Invest UK de Kiajo Rapchian, notamment avec Geluno Bertolucci au Brésil, qui règne sur la Seleção. Et tu as surtout Lian Sport, qu'on va dire le petit nouveau des dernières années, qui est l'empire des Balkans dirigé par Fali Ramadani, qui a tissé sa toile également en Allemagne, principalement à travers le club de Francfort, mais également en Italie dans diverses équipes.
Donc tu as une concurrence accrue et c'est pas forcément facile. Tu as Raiola qui est toujours là, qui a récupéré quantité de très grands joueurs, c'est pas évident. Donc Mendes, le dealmaker, a eu l'intelligence de changer un peu son business model, d'être le mec qui est indispensable au niveau des joueurs, il l'est passé au niveau des clubs. Et dans le même temps, ce parallèle, il est à mettre en ligne de compte avec l'évolution de la règle concernant la tierce propriété, c'est-à-dire la TPO. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissaient pas, mais à l'époque, admettons, je coûte 1 million d'euros, vous êtes mon agent, vous êtes un entrepreneur, vous êtes qui vous voulez, ça peut être des sociétés anonymes, enfin c'était la porte à toutes les dérives. Vous allez voir le club et vous lui dites, voilà, moi j'ai envie d'acheter 50% des droits économiques de ce joueur. Donc eux ils disent, bah on le valorise à 1 million. Donc tac, vous mettez 500 000 euros sur la table, puis quelques années plus tard, ma valeur a explosé, je veux 5 millions. Le club me revend 5 millions, le club va donc prendre 50% de ses droits, et vous avez 50%, donc 2,5 millions. Donc ça, cette pratique, elle était officiellement interdite par la FIFA depuis 2015. Officieusement, elle existe toujours encore, principalement en Amérique latine, Brésil et Argentine en particulier. Elle existe également avec certains clubs qui signent des clauses sous seing privé avec des agents, d'un air de dire, vous ramenez tel joueur, et derrière, on vous lance 30-40% du transfert. Mais comment on a pu contourner ça? Eh ben, les agents ont contourné ça notamment à travers des participations dans des clubs, des participations un peu cachées, ou certains deals. Et là en fait, ce qui est le vrai truc, le vrai business, c'est pas d'avoir les joueurs, c'est d'avoir les décisionnaires, parce que c'est toujours eux qui vont signer les chèques. Alors c'est vrai que si tu as les meilleurs joueurs, tu te rends indispensable quelque part. Mais si tu veux durer et être bon, tu dois être fort dans les clubs. Et c'est là où Mendes est fort, c'est que forcément, avec les influences qu'il a eues, les amitiés, notamment celle avec Pini Zahavi, qui lui a ouvert quand même le marché anglais à l'époque, et Mendes l'ouvre un petit peu sur le Portugal, où ils ont fait quantité de deals ensemble depuis 15 ans, c'est peut-être le partenariat le plus fructueux. C'est-à-dire, ils ne sont pas associés directement, mais ils ont tellement bossé sur des dossiers, très amis, ils ont fait des vacances ensemble à Las Vegas, lors de la bar mitzvah de la fille de Pini il y a quelques mois où il y avait tout le gratin, hein, Roven Rivlin, président d'Israël, il y avait tout le monde, tu avais George Mendes aussi qui, interviewé par la télé israélienne, a dit Pini c'est mon ami, c'est le meilleur, etc. Judo, tout le monde, bref. Donc à partir de là, Mendes a compris l'utilité d'être dans les clubs. Et c'est vrai que la TPO, il en était maître, comme ses influenceurs. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir les meilleurs joueurs, il avait une partie de leurs droits économiques. Donc ça fait que la machine, elle fonctionnait à fond, notamment avec Peter Kenyon, ancien directeur général de Chelsea, avec qui il était associé. Ça, c'était une des très grosses affaires. Et bien ce modèle-là, il va le poursuivre malgré l'interdiction de la TPO officiellement, en ayant des participations dans des clubs ou en murmurant directement à l'oreille des propriétaires. Et comment fait Mendes pour se rendre indispensable au niveau des clubs? On va prendre l'exemple de Monaco, je pourrais vous citer aussi celui de Valence, où il est très bien avec Peter Lim, ou avec Elliott Management, qui a plus ou moins récupéré même le contrôle du Milan. C'est-à-dire, j'arrive et je vous dis, voilà, moi je vous mets tel et tel joueur, ce sont des bons joueurs, et si jamais il y a un problème, je suis capable de les vendre ailleurs parce que justement je travaille avec tel et tel club. Son principal élément, c'est Wolverhampton. Wolverhampton est détenu par un groupe chinois qui s'appelle Fosun, sauf que le président de Fosun est également actionnaire à 20% de la Gestifoot, la société de Mendes. Ce qui pose évidemment un grave conflit d'intérêts qui a été soulevé par quelques médias britanniques, mais le silence assourdissant des instances anglaises nous permet de se poser beaucoup de questions. Donc forcément, regardez la colonie portugaise qui a rejoint Wolverhampton, des excellents joueurs qui leur ont permis de monter en Première Ligue, d'arracher une qualification en Europa League et d'avoir quand même un jeu très très attrayant avec un très bon entraîneur au demeurant. Donc forcément, s'il y a un problème, on veut jouer là-bas. Après, il y a un autre souci, l'Atlético, le Benfica, Valence, comme je vous le disais, le Milan, Lille, par ses relations avec Campos. Avant, c'était la Corogne. Il y a quelques années, la Corogne, c'était la maison aussi. Et vous avez aussi en Turquie. Mais on va revenir sur la Turquie dans très très peu de temps. Donc ensuite, il peut faire un peu une tournante entre tous ces clubs-là. Et d'ailleurs, regardez, un mec comme Guedes, tu es au Benfica, tu l'envoies à Paris, bon, par exemple plus, part à Valence. Il y a, on va dire, des schémas un petit peu faciles. Et dans le même temps, pour lui, c'est aussi une manière d'avoir des doubles commissions et de faire un peu profiter tout le monde. On va revenir cet été, Raphaël Leao, qui est parti de Lille au Milan. Alors regardez bien, Lille, Campos, c'est son ami. À Milan, c'est plus ou moins lui qui conseille Elliott Management sur la stratégie à adopter, etc. Sauf que certaines commissions, elles sont plafonnées dans certains pays. Bon, en Italie, tu peux toujours t'arranger, hein, les plafonds, bon bref, c'est encore autre chose. Mais comment tu touches une double commission à la George Mendes, ça c'est le système Zahavi d'ailleurs. C'est en gros, tu fais un gros transfert, donc Raphaël Leao d'un côté, et puis de l'autre côté, ou dans le même côté, tu as un jeune qui va être transféré. Tu gonfles la valeur du jeune, c'est-à-dire que là, c'est Thiago Diallo qui est parti à Lille pour 5 millions, pas un mauvais jeune d'ailleurs au demeurant, et tac, tu fais commission-commission. C'est-à-dire que vu que le mec en réclamait plus sur le premier transfert mais que tu ne pouvais pas parce que tu étais plafonné ou autre, et ben tu vas faire un deuxième transfert peut-être dans l'autre sens, donc personne ne va parler, tout le monde se fout, et c'est là où tu vas mettre la deuxième commission qui va pareil. Pour ça, c'est une petite astuce. Mais pour revenir donc à la Turquie c'était une des portes sorties préférées de l'univers Mendes. Et pour ça, il le devait à un homme qui est, on va dire, l'agent turc sans doute le plus influent, Ahmet Bulut. Ahmet Bulut, c'est un mec affable, très blagueur, qui toujours que ça a été le pire gardien de l'histoire du football turc, etc. Et Ahmet Bulut et George Mendes, ils ont fait un des partenariats les plus fructueux des dernières années à tous les niveaux. Ils étaient vraiment associés. C'est-à-dire que vous avez un joueur qui est détenu par la Gestifoot.
Donc souvent dans un club ami d'ailleurs. À l'époque, c'était très souvent l'Atlético. Type Simao, c'est un excellent exemple. Ensuite, Bulut va vous ouvrir les marchés en Turquie. Donc comment il va vous les ouvrir? Chez les clubs où il a les entrées. Donc par exemple, Beşiktaş. La Beşiktaş, c'était la maison. Eskişehir, je dois mal le prononcer. Et un tantinet moins Galatasaray. Il y a eu d'autres deals aussi dans d'autres clubs. Donc en fait, là les joueurs arrivent soit libres ou en prêt, parce que les clubs turcs ne veulent pas payer d'indemnité de transfert. Par contre, les commissions aux agents sont très grosses. Dans le cas de Simao, c'était 900 000 euros pour laquelle il est venu à Beşiktaş. Gestifoot, pardon. L'entreprise de Mendes a été payée 1 million. Rendez-vous compte, les commissions d'agents sont supérieures au transfert, mais c'est encore autre chose. Donc jusque-là, pas de souci, même si des fois les retards de paiement en commission d'agents étaient importants, notamment à Beşiktaş où il devait 1,5 million à Mendes avant que Bulut intervienne. Parce que Bulut, c'est un peu, il fait la pluie et le beau temps en Turquie, sur certains clubs. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Gestifoot, elle reçoit une facture d'Ahmed Bulut qui est intervenu, qui dit voilà, je suis intervenu sur Quaresma, sur Simao, sur Almeida, Fernandez, Bébé, ils en ont fait des transferts, laissez-moi vous le dire. Et donc, ils font un 50-50, 50-50. C'est-à-dire que sur, admettons, Simao, il y a eu 1 million, et vous faites 500 000, 500 000. Et à chaque fois, c'est comme ça. Rappelez-vous le mouvement portugais à Beşiktaş. En un an et demi, vous avez eu Hugo Almeida, vous avez eu 6-7 mouvements de ce biais-là. Et ça offre en plus d'autres choses. Ça permet de récupérer des mandats. Oui, Bulut, il apparaît pas sur les papiers. Il apparaît pas, c'est pas lui qui gère le joueur. Donc il peut très bien aller voir le club vendeur en disant moi je peux vous aider à l'envoyer en Turquie. Et dans le même temps, hop, il associe avec Mendes sur le joueur, vous représentez toutes les parties, vous êtes content. Est-ce que c'est illégal? Dans les papiers, j'ai envie de te dire non. Est-ce que c'est immoral? Oui. Est-ce que c'est illégal? Non. Parce que comme il présente la facture à la Gestifoot, il peut très bien justifier en disant regardez, ils ont eu besoin de moi pour avoir le marché au Portugal, donc je me suis arrangé avec l'agent directement. Et comment tu veux niquer ça? Alors après, que ça parte dans des paradis fiscaux, principalement au Liechtenstein et aux Émirats Arabes Unis, c'est encore autre chose. Mais bon. Et dans le même temps, quand il met tous ces joueurs-là, il y a toujours la perspective de la revente. Type, donc là on va sortir un peu de cet exemple turc, sur Monaco, c'était de dire si jamais ça va pas, je vais même vous l'envoyer par exemple à Nottingham Forest ou Olympiakos, ou avec le propriétaire Marinaki, je m'entends bien. C'est le cas de Gilles Dias et de Pelé, rappelez-vous. Monaco, Mendes faisait la pluie et le beau temps. C'est lui qui a permis à Monaco d'être champion. C'est horrible ce que je dis, mais Bernardo Silva, Fabinho, Falcao et Moutinho, c'est lui. Personne d'autre. Il n'y avait pas de stratégie sportive, il n'y avait pas de scouting, de machin avec Vadim Vassiliev qui ne connaissait rien au foot avant d'apprendre certaines subtilités, notamment au niveau business. C'est Mendes qui a construit l'effectif de Monaco champion de France. Alors après, il leur a ramené des saucisses, c'est vrai. Mais c'est lui. C'est un côté un peu terrible. Wolverhampton, pourquoi il monte? Voilà. Donc Mendes, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté, il faut toujours un peu voir la part des choses. Sauf qu'à Monaco, Mendes, je vous l'ai déjà dit, c'est fini. Il est persona non grata complet. Et on arrive au deal de Falcao. Falcao, ça coinçait. Mendes a été écarté du deal et Falcao a fait le deal à Galatasaray avec Bulut. Et là, ce que je vais vous dire comme info, c'est que Bulut et Mendes, c'est fini. Ce deal-là est fini, sachant qu'en plus, dans l'autre sens, c'était la même. Pour certains joueurs turcs, type Arda Turan et autres, Bulut s'est servi de Mendes et de la Gestifoot de ses contacts en Europe occidentale. Donc c'était un des partenariats très 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 fructueux. Là pour le moment en tout cas, après c'est jamais dans le foot, mais là actuellement ils sont embrouillés, c'est fini. Alors que c'est un des partenariats les plus solides des dernières années. Ce qui rappelle en 2017 l'affaire au Beijing Guoan avec Leonardo Jardim qui devait signer en Chine. Jardim étant, je vais le redire parce que c'est une vérité, uniquement attiré par l'argent dans sa carrière de manager, et il a le droit, il n'y a pas de problème avec ça. Il était très intéressé, il voulait aller en Chine, sauf que lors des discussions, donc Vadim va placer Mendes. Bon, c'est encore une fois Vadim, Peter Kenyon, pour ceux qui comprendront la petite référence. Et Mendes a fait l'erreur, là c'est vraiment une erreur terrible, c'est qu'il s'est permis de faire une remarque en portugais, sauf qu'il n'avait pas prévu que le bras droit du propriétaire il parlait un peu le portugais. Donc au bout de 20 minutes, le rendez-vous se termine et tout, et on leur a dit prochaine fois vous assurez bien que votre interlocuteur il comprend pas la langue. Parce qu'en gros ils étaient là pour pigeonner le club chinois. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est que Mendes, on lui a quasiment fermé beaucoup de portes en Chine. Rappelez-vous à l'époque, c'est lui qui fait Jackson Martinez, qui est d'ailleurs un flop pas possible. Alors ensuite là, c'est vrai que Joao Miranda, il est dessus, qui est parti cet été, et tu as eu Fonte qui est maintenant à Lille, qui est parti un petit peu en Chine. Ça n'a pas été des réussites d'ailleurs, et surtout Martinez. Mais globalement, Mendes en Chine, c'est un marché où on disait, il n'a pas l'influence par exemple d'un Kia Joorabchian ou d'un Pinizavi qui sont en contrôle de 2-3 clubs là-bas. C'était un peu compliqué à ce niveau-là. Alors peut-être qu'il y a eu amende en Europe, ça je sais pas, avec les propriétaires du Beijing Guoan qui sont très proches en plus des autorités chinoises. Mais à un moment donné, ça a été très 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 compliqué pour lui. Alors évidemment, on va pas plaindre Mendes à ce niveau-là, mais ça fait quand même deux trucs, vraiment, tu te dis là il est en train de perdre. Et le troisième élément qui est curieux, c'est que donc il a récupéré Ait Nouri d'Angers. Alors comment il le récupère? C'est parce qu'il travaille sur certains dossiers en France avec le frère de Fawzi Goulam, Chérif Goulam, qui est lui-même très ami avec Abdel Bouazama, le directeur du centre de formation d'Angers. Donc bon, bizarrement, l'agent d'Ait Nouri, il est dans la nature. Et Mendes a récupéré le joueur. Et ce qui est marrant, c'est que Mendes est venu en personne à Angers. Et alors là, de l'aveu même de gens qui ont bossé avec lui et de tous les autres, c'était impensable il y a quelques années de voir Mendes se déplacer à Angers.
Que Mendes se déplace à Sheffield, pour voir à Wolverhampton, à Southampton ou que sais-je, il y a de l'argent en première ligue en Championship. Mais à Angers, George Mendes en personne. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de reconquérir certains bastions, etc. Il était très intéressé sur le cas Adelaide dont on pourrait revenir. Et donc là, dans le même temps, c'est vrai qu'il y a un intérêt pour le directeur sportif d'Angers qui sait que peut-être ses jours sont comptés à Angers et qu'il aimerait peut-être se compter sur l'appui de George Mendes à un moment donné pour pouvoir le placer ici et là. Mais le fait que Mendes soit allé à Angers, c'est très clair et net. Il y a 3-4 ans, c'était inenvisageable. Sauf que je vous dis, à l'époque, Mendes s'est mis des gens à dos parce qu'il a volé des joueurs derrière en faisant des deals avec certains. Il n'a pas tenu spécialement parole et il prend de haut. Si tu es un petit agent et que tu contactes Mendes, tu n'as pas de réponse. Alors tu peux passer par certains, tu peux passer par Valdir et d'autres. Mais parfois, le fait, ce manque d'humilité-là, lui a coûté. Pareil, certains rendez-vous qu'il n'a pas honorés parce que peut-être que dans certaines soirées, c'était un peu trop festif. Et bien petit à petit, on s'est dit, est-ce que Mendes est si fiable que ça? Alors attention, je ne suis pas là pour dresser un portrait noir. Et Mendes a fait une toile d'araignée absolument incroyable, notamment de par ce qu'il a fait avec l'Atlético Madrid, où des Israéliens ont investi dans le capital. Alors on dit que c'est Mendes, c'est pas Mendes tout seul, il y a aussi Xavi qui est impliqué là-dedans. Mais ça fait qu'il contrôle aujourd'hui quand même quasiment une dizaine de clubs et tout le Portugal. Il a réussi à se remettre bien avec Porto alors qu'il était en froid avec le fils d'Acosta. En même temps, Porto c'est Dallas. Hein. T'as JR, t'as Bobby, t'as Swellen, t'as tout le monde. Porto on pourrait en faire une série, c'est House of Porto, vraiment. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'Antero Henrique était là-bas. Hein. Antero Henrique, pour l'anecdote, il est parti tout en bas, il est arrivé tout en haut. Oh, grande Antero. D'ailleurs, Antero et Mendes, ça n'allait pas du tout, ils se parlaient pas. Mais c'est pour ça, c'est ça en foot. Ça va, ça vient, etc. L'Empire Mendes, il a encore... on va pas s'inquiéter pour lui. Mais il y a quand même des signes qui montrent une potentielle érosion. Et la dernière en date, c'est Mourinho. Mourinho, c'est quand même son agent historique. Mourinho va à Tottenham sans Mendes. C'est Xavi qui fait le deal. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir les relations à l'avenir entre Mendes et Xavi. Parce que là, c'est quand même deux amis. Mais bon, de ce que j'ai cru comprendre, il pourrait être un peu compliqué à l'avenir certaines choses. Donc j'imagine qu'ils auront de grandes discussions. En tout cas, voilà, je voulais vous faire un peu rentrer dans ce niveau-là, du monde des commissions et que sais-je encore, et surtout d'agents de club. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et là où Mendes est très fort, c'est qu'il a quand même su se réinventer. À un moment donné où il avait peut-être plus le portefeuille de joueurs qu'il avait avant, et en utilisant les bonnes vieilles méthodes de la TPO, mais plus vis-à-vis des joueurs directement, mais avec les clubs. Alors, on pourrait en parler des heures et des heures, mais je pense avoir fait un petit peu le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas. Merci à Karim pour la vignette, merci à vous tous pour le soutien, merci de vous abonner à la chaîne, et on se dit à très vite.